L'heure est au changement. Nous vivons à l'époque de la surconsommation. Notre mode de vie génère plus de déchets que dans toutes les sociétés qui nous ont précédés. Comment faire pour réduire notre production d'ordures? Comment valoriser ce qui nous semble devenu inutile? Il est maintenant temps de passer à l'action. Bienvenue à L'affaire est dans le bac. Bonjour et bienvenue à L'affaire est dans le bac. Aujourd'hui, on parle bac brun et on va faire le tour de la question. Pourquoi un bac brun? Comment l'utiliser? Quoi mettre dedans? Comment éviter les petits désagréments que ça occasionne? À quoi ça sert? Etc. On vous amène même visiter le site de biométhanisation de la SEMER situé à Cacouna, la destination ultime de votre bac brun. Je vous invite donc à rester avec nous pour cette deuxième édition de L'affaire est dans le bac. Bonne émission! De nos jours, la gestion des matières résiduelles est devenue un enjeu environnemental majeur. À l'échelle de la planète, il se génère chaque jour environ 10 millions de tonnes d'ordures. Au Québec seulement, on parle de près de 13 tonnes à la minute. Que pouvons-nous faire pour ralentir le remplissage de nos dépotoirs? Une des façons simples consiste à participer à la collecte des matières organiques, plus communément appelée le bac brun. Saviez-vous que 45% du contenu de vos ordures ménagères sont des matières organiques putrescibles? Saviez-vous que ces matières peuvent être revalorisées en compost ou en biogaz? On vous explique le tout au cours des prochaines minutes. On est de retour aujourd'hui avec notre spécialiste en matières résiduelles, Marie-Lou Leblanc de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC, la Matapédia et de la Métis. Marie-Lou, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui du fameux bac brun. Oui. Première des choses, peut-être rappeler pour quelle raison est-ce qu'on a choisi dans nos MRC d'aller avec un bac brun de 140 litres à chaque maison, de rajouter un bac devant chaque maison? En fait, la décision a été prise suite à l'annonce des exigences ministérielles. Le gouvernement du Québec a été très clair. Pour 2020, 100% des matières organiques doivent être détournées de l'enfouissement. Donc, ça laisse vraiment pas place à l'interprétation. Avec cette annonce-là, les municipalités n'ont pas attendu 2018 pour faire quelque chose. Donc, l'ensemble des municipalités du territoire ont décidé d'aller de l'avant pour la collecte porte-à-porte des matières organiques. On avait une belle opportunité d'aller à l'usine de biométhanisation à Cacouna, en fait, pour ensuite faire le traitement des matières organiques. Et la décision du bac de 140 litres, il est un peu gros, il est plus gros que nos besoins, mais ça permettait de garder une collecte mécanisée. Donc, si on avait été plus petit, il aurait fallu à ce moment-là que le conducteur du camion descende, aille le chercher et on augmentait considérablement les coûts de collecte à ce niveau-là. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a opté pour le bac à 140 litres. Oui, voilà, qui explique tout. Oui. Et puis, en ce qui concerne la fameuse question de qu'est-ce qu'on met dedans, avant que tu répondes, on va aller voir les gens qu'on a rencontrés dans la rue, voir qu'est-ce qu'eux autres ont pris l'habitude de mettre dedans. On regarde ça. Ça doit quand même sauver la municipalité beaucoup d'argent. Il y en a qui doivent avoir fait des chèques là-dessus. Là. Bon, c'est une très belle initiative. Nous, on le fait à la maison. C'est quoi la question? En juin dernier, vous avez reçu chez vous un bac brun. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Nous autres, on met tout ce qu'on met pas dans notre composteur. Bien, dans le bac brun, c'est clair, tout ce qui est biodégradable. Donc, aussitôt qu'on peut mettre, des résidus de viande, s'il y en a, bien sûr. Les pelures de patates, la salade, les bouts de fèves. Les pelures de fruits, mes pelures de pommes de terre. Pelures de bananes, je savais pas, on peut mettre des poches de thé. Tous les déchets de table. Et on met beaucoup ce qui est souillé par le gras, les os, la viande, ce qui peut-être été imbibé de vinaigrette. Mes filtres à café.
Très, très bonne idée parce que j'en ai régulièrement. Des fois, les restants de table aussi, là, mais ça, on donne ça au chat. Également, ce qui est fun, j'ai une grosse barbe, donc j'utilise beaucoup de serviettes, de napkins, là. Puis souvent, quand je mange, elles sont toutes souillées. Donc, je mets aussi les napkins. Un reste de spaghettis, les coquilles d'œufs. Mais on a les plants de tomates puis les résidus de jardin. Là, C'est surtout des choses qu'on utilise, qu'on prépare nos aliments, ou c'est les pures de bananes, des choses comme ça. C'est ça que je mets habituellement. Peut-être qu'il y a d'autres choses, mais je sais que ça, je suis sûr, je suis capable de mettre ça dans mon bac brun. Finalement, les gens qu'on a rencontrés, c'était quand même des bons utilisateurs. Ils ont sûrement lu le petit guide qu'on leur a Oui, donné. probablement. Hein, tout le monde a reçu dans le bac brun, là, quand on a livré le fameux guide qui permet de faire un rappel un peu sur ce que c'est la biométhanisation, les matières organiques et surtout, qu'est-ce qu'on peut et ne peut pas mettre dans le bac brun. C'est certain que mieux on respecte les matières qu'on peut mettre dans le bac brun, meilleure est la qualité ensuite. Donc, à ce moment-là, mieux on fait notre travail à la source, meilleur est le résultat au final. Puis, au final, c'est pas très compliqué. Les matières organiques qu'on peut mettre, dans le fond, tout ce qui est nos résidus de table, on peut les mettre, mis à part les liquides, où est-ce que là, c'est pas recommandé, mais sinon, là, tout ce qui est, que ce soit cru, que ce soit cuit, que ce soit périmé, ça peut aller dans le bac brun. Quand on fait le ménage de nos plates-bandes, les fleurs aussi, on peut les mettre, autant les fleurs de notre plate-bande que des fleurs séchées, par exemple. C'est certain que quand les matières sont trop grosses, exemple, grosseur, un rosier, les branches d'un rosier, ça commence à être assez gros. À partir de cette grosseur-là, on ne recommande pas de le mettre dans le bac brun, tout simplement que ça pourrait endommager les équipements rendus à l'usine de biométhanisation. Sinon, qu'est-ce qui n'est pas recommandé de mettre? Évidemment, tout ce qui est matières recyclables, les matières encore réutilisables, tous nos résidus quand on fait le ménage. Mousse de sécheuse, poussière, ça, c'est pas recommandé. Évidemment, les résidus domestiques dangereux, tu sais, les bonbonnes, ça va dans aucun des bacs, ça va aux écocentres. Donc, c'est des petites choses comme ça à respecter, des petites règles assez simples, mine de rien, qui va permettre là, de détourner beaucoup de matière de l'enfouissement, puis aussi, surtout, respecter les exigences ministérielles. En fait, Marie-Lou, je pense que pour encore mieux comprendre l'importance du tri, on va aller visiter l'usine de biométhanisation à Cacouna, qu'on a eu la chance de visiter ensemble cet été, où on a rencontré le directeur, M. Serge Forêt, qui nous fait une visite guidée des lieux. Mais on va le voir tout de suite après le petit Vox Pop qui suit. Ça doit quand même sauver la municipalité beaucoup d'argent. Il y en a qui doivent avoir fait des chèques là-dessus. Là. Bon, c'est une très belle initiative. Nous, on le fait à la maison. C'est quoi la question? Dans vos mots, qu'est-ce que la biométhanisation? Hey, là, c'est bon, ça. Coupe ça, toi. Ça, je sais pas. Aucune idée. C'est-tu un mot que tu viens de trouver, ça? Pour faire du gaz? Je sais que ça fait un effet de serre qui fait que ça va se détruire, ça va nous donner du gaz carbonique qui va servir à d'autres choses, mais les grands mots, je ne sais pas. Je sais que c'est bien utile de le faire. Il s'agit de finalement utiliser ces résidus-là pour produire, à partir d'une transformation physique, produire de l'énergie. Biométhanisation, c'est de prendre le gaz qui va être émis à partir de ces déchets biologiques-là, qui vont générer, on va dire, un gaz. Puis à partir de ces gaz-là, je crois peut-être c'est une forme d'énergie. Je ne sais pas si la technologie le permet, mais le convertir pour qu'éventuellement il soit utilisé dans le transport en commun. Je ne suis pas un scientifique, je ne connais pas le processus nécessairement, mais j'imagine à partir de ces résidus-là, ça crée un certain gaz qui peut être utilisé pour chauffer un bâtiment ou d'autres installations. C'est tout à fait ça. Caroline, je suis pas pire. Hein? Non, vous êtes excellent. Là. Pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement, nous sommes allés visiter le site de l'usine de biométhanisation de la SEMER, située à Cacouna, dans la MRC de Rivière-du-Loup. Bonjour, mon nom est Serge Forêt. Je suis directeur général de la SEMER.
L'usine peut transformer 30 000 tonnes de matière organique par année. La première année, on prévoit transformer environ entre 15 et 20 000 tonnes. Donc, on sait qu'il y a de la place encore pour recevoir un peu plus. C'est beaucoup les ICI, je pense, qui vont se rajouter par les entreprises comme dans la restauration, les cafétérias, les hôpitaux, tous ceux qui ont des services alimentaires. Je pense qu'on est rendu là, les entreprises vont embarquer. Puis il y a quand même beaucoup de matières qui sont envoyées à l'enfouissement, qui provient des industries et commerces. Premièrement, pour produire du gaz, ça prend, nous, ce qu'on veut ultimement, c'est avoir du méthane. Donc, ça prend des produits méthanogènes. Si nous, comme par exemple, on n'accepte pas les feuilles, parce que des feuilles mortes, ça n'a aucune valeur méthanogène. Donc, on traite ça pour rien, ça ne vaut pas la peine. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des produits qui ont une valeur méthanogène, comme les résidus alimentaires. Essentiellement, c'est les résidus alimentaires. Lorsque les matières organiques arrivent à l'usine, il y a un opérateur qui dirige le camion, le chauffeur du camion. Donc, il faut qu'il se recule dans la benne de réception, il ouvre sa porte et il déverse ces matières dans la benne. Par la suite, la matière est traitée, donc il y a un premier coup d'œil, on regarde un peu qu'est-ce qu'il y a dans la matière, s'il y a des contaminants, des gros contaminants, comme par exemple des bouts de 2x4, des barres de métal, parce que si je le dis, c'est parce que ça a déjà arrivé, là. Donc les contaminants, des branches, des bouts de bois, tout ça. Là, on les enlève immédiatement. Notre procédé n'est pas fait pour traiter des branches. Ça vient tout se pogner dans les vis et souvent, ça va bloquer le procédé, donc ça retarde le procédé. Ça peut briser aussi. Là. Ensuite, la matière est traitée de la façon suivante. Ça passe, c'est emmené avec des vis sans fin et la matière arrive à ce qu'on appelle un broyeur à marteau. Donc, c'est un gros tambour qui tourne avec des marteaux qui tournent puis qui écrasent la matière, qui sépare la matière. Et dans le tambour, il y a tous des petits trous. Donc, la matière est broyée. Puis, ce qui ne se broie pas, comme les contaminants, comme par exemple une canne de métal, un bol de plastique, ces choses-là vont être expulsées sur le côté, donc envoyées à l'enfouissement. Le reste, la matière, nous, on injecte un peu d'eau et on fait, nous, on appelle ça une soupe, qui est environ à 5 % de matière solide, donc entre 6 et 8 % disons. Et cette matière-là, ensuite, repasse d'un autre broyeur qui, cette fois-ci, c'est des couteaux, c'est toutes des lames de couteau qui coupent la matière encore en plus petites particules. C'est moins d'1 centimètre et ensuite tout ça est envoyé dans les digesteurs anaérobies. La première étape, quand ça arrive dans les digesteurs, ça passe par nous ce qu'on appelle un hydrolyseur. Donc à ce moment-là, la matière est chauffée à 55 degrés C. Ensuite, elle est envoyée dans 2 digesteurs qui sont en simultané et qui séjournent environ 12... La matière séjourne dans ces digesteurs-là environ 12 jours. C'est à ce moment-là qu'on sort le plus de gaz. Et on garde aussi à ce moment-là la matière à 55 degrés C. Par la suite, on a capté les gaz, on a une matière solide qui reste. Il faut la transformer, cette matière-là. Donc, elle est à 55 degrés, elle est trop chaude pour être transformée. Donc, on l'en renvoie d'un autre digesteur et
à ce moment-là, elle est refroidie à 38 degrés C. Quand elle est rendue à 38 degrés C, elle passe dans une presse. On presse la matière, on extrait l'eau et l'eau resserre pour notre procédé. Parce qu'ici, sur le site, on n'a pas d'eau, donc on est comme en eau, on est d'un circuit fermé. On prend la matière, on retire l'eau, on la traite, on a un système d'épuration des eaux, on traite notre eau et elle repart dans le procédé. Donc, dans les réservoirs anaérobies, il se produit un gaz, donc c'est une digestion anaérobie sans air, et le gaz est capté par le dessus des digesteurs. Le gaz est capté et on achemine le gaz vers des tours de purification. Donc, le gaz est purifié. C'est un système, c'est des douches au méthanol, système qu'on lave le gaz. Donc, le gaz qu'on sort de la digestion anaérobie, c'est du biogaz, mais nous, ce qu'on veut, c'est du méthane, du biométhane. Donc, on veut juste garder le méthane. Actuellement, notre biogaz contient environ 60% de méthane. Donc, l'autre 40%, il faut qu'il soit nettoyé et il est envoyé, la partie qu'on ne garde pas est incinérée d'un incinérateur à gaz. Ensuite, quand le gaz est purifié, il est envoyé dans c'est un genre de congélateur, c'est une grosse boîte, on appelle ça une cold box en français, ça doit être une boîte froide, de refroidissement, je ne sais pas trop. Puis on refroidit le gaz et on le liquéfie. Ensuite, il est envoyé dans un réservoir et quand il est rendu dans le réservoir, qu'il y a assez de gaz, il y a un camion citerne qui va venir le chercher et l'amener à une station-service. Le gaz qu'on va produire ici va servir essentiellement au transport lourd des camions longue distance, les compagnies de transport qui font de la longue distance. L'autre partie, le digestas, qui est un genre de compost qui reste du procédé, lui, comme je disais tantôt, il est pressé, on enlève l'eau et ce qui reste, la partie solide, va être envoyé comme amendement en milieu agricole. Pour obtenir plus d'informations sur la collecte des matières organiques et tout ce qui entoure les bacs bruns, composez le 1-888-856-5552 ou visitez le collectequicarbure.com. Pour toute autre question concernant la gestion des matières résiduelles, vous pouvez contacter votre MRC par téléphone, par courriel ou en visitant leur site Internet. Vous pouvez également vous référer en tout temps au site de Recyc Québec au www.recyc-quebec.gouv.qc.ca. Ça doit quand même sauver la municipalité beaucoup d'argent. Il y en a qui vont avoir fait des chèques là-dessus. Là. Bon, c'est une très belle initiative. Nous, on le fait à la maison. C'est quoi la question? Que pensez-vous du projet biométhanisation qui a été lancé? C'est bon si ça ne dégage pas de gaz par effet de serre, tout simplement. Déjà qu'on a 2 autres bacs, ça va permettre aux gens de faire une distinction entre ça qui est carrément déchet, ça qui est recyclable et ça qui est le bac bleu. Je trouve que c'est une excellente initiative. C'est un besoin essentiel rendu dans les années 2015. Ben moi, je pense que c'est une bonne idée. Là. Ça va aider. Premièrement, ça va donner du travail, des emplois, puis ça sensibilise les gens à faire attention à notre planète aussi. Là. C'est tout projet nouveau, tout va difficile un peu. Ouais. Après ça, les gens vont être s'habituer, puis ça devrait bien aller. Si les coûts de récupérer tous ces déchets-là, s'ils produisent assez de méthane pour payer ce coût-là, bravo! Oui, c'est excellent. Si ça peut remplacer le mazout puis tous les autres produits de pétrole pour avoir moins d'une dépendance sur le pétrole, c'est vraiment passé date, cette énergie-là. Puis je pense, en fait, ma blonde est enceinte puis on a un enfant qui s'en vient. Donc j'aimerais idéalement
pendant sa vie qu'on élimine les énergies sales comme le pétrole, puis on commence à utiliser d'autres formes d'énergie propre pour s'assurer justement une terre en santé pour la prochaine génération. Maintenant qu'on a vu comment ça fonctionne, là, les gens ont déjà pris en fait une certaine habitude. Ça fait bientôt 1 an que les gens ont le bac brun dans leur cours, leur bac de cuisine. Ils se sont habitués à faire du recyclage, pas du recyclage, mais à trier leur matière organique. Mais bon, vient avec ça certains inconvénients, été, hiver, tout ça selon les saisons. Est-ce qu'il y a des astuces qu'on pourrait donner aux gens pour les aider à rendre ça plus facile un peu? Bien, c'est certain. Première des choses que j'ai envie de dire, c'est que, bon, pour l'été, là, entre autres, le gros inconvénient, on ne se le cachera pas, c'est le petit verre. Mais ça, c'est un phénomène qui est naturel. C'est pas parce que les gens font pas bien ça, c'est pas parce que c'est pas correct, c'est vraiment un phénomène naturel. Par contre, ce qu'on peut faire pour essayer de limiter cette problématique-là, première des choses, l'endroit où on place notre bac. Donc, c'est certain que si le bac est au gros soleil, ça va favoriser ce genre d'événement-là. Il faut aussi que le couvercle ferme bien. C'est sûr que si le couvercle ne ferme plus hermétiquement, qu'il y a un petit espace, ça va permettre en fait aux mouches d'aller pondre leurs œufs. Il faut savoir aussi que c'est principalement à cause des matières comme la viande, donc viande rouge, poulet, poisson, qu'on va créer ce phénomène-là. Donc, c'est certain qu'une des bonnes choses à faire, c'est de bien emballer nos matières. Donc, que ce soit dans le papier journal ou que ce soit dans les petits sacs qu'on peut retrouver dans les commerces, c'est vraiment de bien les emballer. Ensuite de ça, une autre chose qu'on peut faire, c'est au niveau des viandes, du poisson, c'est de les mettre au congélateur. Puis de les sortir seulement la veille, quand c'est le temps d'aller porter le bac au chemin. Donc ça aussi, ça peut favoriser et limiter la production de ces vers. Donc ça, c'est vraiment les petites choses à faire là, pour essayer de limiter, mais comme je le disais, c'est un phénomène naturel. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de laver le bac une fois que la collecte est passée. C'est de laver notre bac soit avec de l'eau puis du vinaigre, ou mettre un tout petit peu de savon. C'est 2 choses qu'on peut faire. Puis c'est de mettre notre bac au chemin à toutes les collectes. Donc, que le bac soit plein ou non, parce que bon, ce serait très rare que le bac va être plein, ça va être de le mettre au chemin. C'est toutes des petites choses qu'on peut faire pour essayer de limiter ces inconvénients-là. Mm-hmm. Qui sont pas si pires, finalement. Mais non. Maintenant, quand on se retrouve l'hiver, il peut y avoir aussi d'autres désagréments qui sont pas en lien avec des insectes indésirables, plus avec les changements de température, en fait. Oui, en fait, c'est ça. L'hiver, la grande problématique, c'est que la matière peut coller sur les parois du bac. On l'a vu, il y a tout le temps des moments un peu plus doux dans l'hiver, des moments où il fait plus froid. La matière organique, elle va, quand elle est en période de décomposition, parce que déjà la décomposition commence dans le bac un tout petit peu, peut mettre un peu de chaleur. Donc, ça va être humide. Et avec le froid et avec les parois du bac, ben là, la matière peut coller, ce qui va devenir difficile quand ça va être le temps de la collecte. Ce qu'on peut faire, c'est soit mettre du papier journal dans le fond, une boîte de carton, un gros sac en papier qu'on a pris à l'épicerie, des petites choses comme ça pour faire en sorte que notre matière n'est pas directement dans le bac et que lors de la collecte, ben ça s'enlève plus facilement. C'est un petit truc comme ça à faire. Pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Faut que ça reste simple. La collecte des matières organiques, c'est quand même quelque chose qui est simple. Donc, il faut que ça reste simple, puis il faut trouver la solution qui nous convient, nous, personnellement. Mm-hmm. Merci pour ces petites astuces, Marie-Lou. Nous, on va aller voir un petit vox pop, puis on revient pour la conclusion de l'émission. Ça doit quand même sauver la municipalité beaucoup d'argent. Il y en a qui doivent avoir fait des chèques là-dessus. Là. Bon, c'est une très belle initiative. Nous, on le fait à la maison. C'est quoi la question? Avez-vous des petits trucs à partager? Bien là, pour le bac brun, là, la chose que je me suis habituée à faire, c'est de prendre mon petit bac quand je prépare ma nourriture. Fait que tout ce qui est jetable pour ça, je le mets tout de suite dedans. Comme ça, je ne l'oublie pas. Tu le laisses dans la maison proche de où ce que tu fais ta bouffe. Oui, c'est ça. Pas. On a trouvé une place qu'on pouvait se servir conjointement, 4-5 résidents ici dans le coin.
Puis chacun va mettre son stock là. Ça aide à plusieurs points, c'est que les gens n'ont pas ça dans leur cour proche de leur porte. Puis deuxièmement, ben, quand le gars passe pour les vidanges, au lieu d'en ramasser 5, ben 6, il en ramasse un. Un petit conseil, ben, c'est juste une question d'organisation. Ben, on a toutes des vies super occupées, puis on est en train de tout travailler pour vivre. Mais je pense que ça ajoute à notre qualité de vie. Même si on ne voit ça pas tout de suite, on va le voir un jour. Quand notre air est plus pur, puis notre eau est propre, là, c'est ça. Ouais. Donc, Marie-Lou, on est déjà rendu à la conclusion. Dans le fond, en conclusion, les avantages, les bénéfices de la collecte des matières organiques, selon toi, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, on pourrait y aller avec deux catégories, donc les avantages économiques et les avantages environnementaux. Donc, pour ce qui est des avantages économiques, on l'a vu tout à l'heure, moins on enfouit, moins ça coûte cher. Le coût de gestion des matières organiques est moindre que le coût de gestion des matières à l'enfouissement. Donc ça, au global, on va être en mesure de réduire nos coûts de gestion des matières résiduelles en général. Pour ce qui est des avantages écologiques, bien, on prend ce qui était un déchet et on le valorise et on en fait une ressource finalement en l'utilisant comme biogaz et en utilisant aussi la matière sèche comme fertilisant agricole. Donc ça, c'est les deux gros avantages environnementaux. Un autre, c'est aussi qu'on réduit la quantité de matière qu'on envoie à l'enfouissement. Donc, on réduit les conséquences environnementales de l'enfouissement des matières organiques avec le lessivage, avec les écoulements, le lexivia dont on parle. Et on augmente en fait la durée de vie du lieu d'enfouissement, ce qui va nous permettre de le garder plus longtemps et nous empêcher de devoir en ouvrir un autre. Mm-hmm. Donc, c'est très important finalement qu'on le fasse et c'est tout le monde ensemble au cumul que le résultat va être plus grand, plus important. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui, Marie-Lou. Ça me fait plaisir. On se revoit pour la prochaine et dernière émission. Oui. Voilà qui termine l'émission de L'Affaire est dans le bac pour aujourd'hui. Dans notre prochaine et dernière édition, on cherchera des façons d'améliorer notre bilan environnemental et on visitera le centre de tri Bouffard de Montjoly. Soyez donc des nôtres pour d'autres conseils pratiques la semaine prochaine à L'Affaire est dans le bac. Je pense vraiment que c'est les richesses qu'on a. Quand on jette quelque chose aux poubelles, c'est qu'on envoie une partie de notre argent, une partie des ressources dans un gros dépotoir où ça ne sert à rien. Tandis que si on le réutilise pour ce qui est compostable chez nous, bien, on va multiplier la vie, multiplier l'abondance autour de nous. Voilà.